Rebondissement dans l'affaire Mera, le tueur au scooter responsable de la mort de 7 personnes à Toulouse en 2012 aurait aussi braqué une bijouterie pour financer ses crimes. Les 2 complices de ce braquage courent toujours. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce jeudi. L'effondrement du cours du pétrole. Les prix ont baissé de 40% en 6 mois, ce qui a des conséquences sur votre pouvoir d'achat, le prix du litre d'essence ou les billets d'avion. Effet très favorable également sur les entreprises françaises. L'Internet bientôt disponible pour l'humanité tout entière, c'est le projet très ambitieux mené par Google et l'Agence spatiale française. Ils veulent envoyer dans la stratosphère des ballons pour relayer l'Internet dans des zones difficiles d'accès. Dans le 20h et vous, notre grande enquête sur le chocolat. Chaque Français en consomme en moyenne 7 kilos par an et nous avons suivi sa fabrication pendant plusieurs mois, de la fève jusqu'au carré fondant. Enfin, nous plongerons dans l'univers enchanté du Hobbit. Le dernier épisode de la saga, inspiré de Tolkien, sort cette semaine sur les écrans et il attire des spectateurs très motivés et étrangement vêtus. De Mohamed Merah, de sa dérive, de sa haine des autres et de sa violence, on croyait tout savoir. Et pourtant, près de 3 ans après sa mort, des zones d'ombre subsistent encore. L'une d'elles concerne le braquage d'une bijouterie en mars 2012 entre 2 équipées sanglantes. Reportage à Toulouse d'Axel Girard, Pierre Baretti et Paul-Étienne Zahn. Mohamed Merah a-t-il braqué le patron de cette bijouterie après l'avoir kidnappé chez lui avec sa femme et sa fille? Les enquêteurs le soupçonnent depuis juillet 2012. Le bijoutier, lui, se souvient très bien des faits. C'était en mars 2012, 2 jours après la tuerie de Montauban. Il était 4 h du matin. Je me suis retrouvé nez à nez dans les escaliers avec 3 personnes cagoulées, gantées, avec des suites à capuche en noir, armées. Moi, j'étais armé d'un morceau de bois. Selon nos informations, c'est le receleur de cette opération à 200 000 € qui aurait désigné à un moment son ami Mohamed Merah. Cet homme a aussi fourni à Mohamed Merah un pistolet mitrailleur Uzi qui a servi aux tueries de Montauban et de Toulouse. Il n'a pas désigné les autres auteurs du braquage. Un hold-up dont Mohamed Merah a tiré profit, une liasse de billets avec l'empreinte digitale du receleur a été retrouvée dans la voiture du tueur. Enfin, la vidéosurveillance semble bien confirmer son implication dans le braquage. Ils ont retrouvé une balle à l'arrière qui était tombée du chargeur. Donc, chargeur qui suppose qu'il s'était défait quand ils ont cassé la vitrine ici avec la crosse. Un chargeur de 11,43 qui tombe au sol. Mohamed Merah a commis la même erreur avec la même arme lors de la tuerie de Montauban. Mis bout à bout, tous ces éléments confirment, si besoin en était, que Merah n'était pas un tueur isolé. Déjà, nous pensions dès le début qu'il n'avait pas de loup solitaire qui tienne. Maintenant, il convient d'aller jusqu'au bout du réseau logistique, du réseau financier, du réseau idéologique et du réseau de délinquance de droit commun. La police judiciaire de Toulouse cherche toujours les auteurs du braquage. Rien ne permet à ce stade de les relier aux tueries. L'autre titre de l'actualité de ce jeudi tient en un chiffre, 44%. C'est la chute ou plutôt l'écroulement du cours du baril de pétrole. Jamais l'or noir n'a été aussi bon marché depuis 5 ans. Nous reviendrons dans un instant sur les causes de cette baisse, mais intéressons-nous d'abord à ses conséquences sur notre vie quotidienne. Les transporteurs, les industriels, les vacanciers qui partent en avion, les automobilistes qui vont au travail, vont tous, à des degrés divers, bénéficier de cette manne. Explication d'Arnaud Lapère et Iker Zabala. Le prix à la pompe ne dépend pas uniquement du tarif du brut. Il est tributaire des taxes, du cours du dollar qui sert de devise d'achat et des marges des pétroliers. La facture des automobilistes n'a baissé que de 10% en moyenne, alors que le prix du brut a chuté de 44% depuis juin. Pour le sans-plomb, le plein revenait il y a 4 mois à 76 €, il en coûte aujourd'hui 68. Pour le diesel, il est passé de 65 à 58 €. Mais tous les automobilistes ne l'ont pas remarqué. Sur 95. Ça a baissé au cours des 6 derniers mois ou pas? Oui, ça a baissé parce que ça, c'est le prix normalement sur une pompe discount, on va dire. Ça a baissé au cours des 6 derniers mois? Légèrement, mais j'ai pas le souvenir de combien. Une baisse du brut profitable au secteur aérien. Air France a payé 4 milliards € de kérosène pour faire voler ses avions l'an dernier. Cela a représenté 25% de ses coûts d'exploitation. Mais les majors ont dû réviser les prix des billets à la baisse pour concurrencer les low cost. Il ne faut donc pas s'attendre à une diminution substantielle des tarifs aériens. Dans le secteur de la chimie, la dégringolade du brut est une bonne nouvelle.
Ces industriels achètent pour 7 milliards de produits pétroliers par an, utilisés à 60% comme matière première. C'est quelque chose de positif pour les achats dans l'industrie chimique. Maintenant, ça permet simplement de reconstituer une partie des marges qui ont été considérablement dégradées depuis au moins 5 ou 6 ans. La chute du prix du baril permettra aux industriels fortement tributaires du pétrole de rétablir des marges érodées par la crise, mais son impact sur le consommateur pourrait être assez limité. Cette baisse des cours du pétrole ne doit évidemment rien au hasard. Elle obéit aux lois de l'offre et de la demande et aussi à quelques considérations géostratégiques, car le pétrole est une marchandise, mais aussi une arme économique pour ceux qui la détiennent, comme nous l'explique Anne-Claire Coudray. Certains experts n'hésitent plus à parler de guerre du pétrole et l'offensive vient d'Arabie Saoudite. Ces derniers mois, le Royaume a maintenu un niveau élevé de production et a ainsi volontairement provoqué la chute des cours mondiaux. Une dégringolade spectaculaire depuis juin dernier qui a précipité le baril aux alentours des 65 $ aujourd'hui. Si les Saoudiens tentent le tout pour le tout, c'est qu'ils se sentent menacés par la concurrence. Depuis cette année, le pays a perdu sa place de premier producteur mondial, détrôné par les États-Unis, et ce grâce au fameux pétrole de schiste. Un pétrole que les Saoudiens ont tout simplement décidé de torpiller. Pour ce faire, ils ont une arme imparable, le coût de production. Chez eux, il est de 15 $ le baril, contre 95 $ en moyenne pour le pétrole de schiste américain qu'il faut extraire de la roche. Vendu à 65 $, ce dernier n'est donc plus rentable. Les Saoudiens, eux, ont en revanche encore de la marge pour supporter une nouvelle baisse des prix. Mais les États-Unis sont loin d'être la première victime. La situation devient surtout dramatique pour les pays dont le pétrole est la principale source de revenus. Pour avoir un budget à l'équilibre, la Russie a besoin d'un baril à 110 $, l'Iran à 130 $, le Venezuela à 160. Le Venezuela, qui connaît aujourd'hui des pénuries et des rationnements alimentaires, le pays est en récession, au bord de la banqueroute. Elles surveillent elles aussi très attentivement les cours du pétrole et le prix des carburants. Les sociétés d'autocars suivent également le parcours du projet de loi Macron. Ce texte présenté hier doit faciliter l'ouverture de nouvelles liaisons régionales pour concurrencer le train et voyager à moindre coût. Eurolines a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir une quarantaine de lignes en France. Si la loi est adoptée, bien sûr, cette libéralisation du secteur a été menée avec succès dans d'autres pays. Laurent Aubaine, Catherine Gentil de Cannes-Caude et Hélène Kohl ont enquêté en Allemagne et en Grande-Bretagne. À partir de 9 € le trajet, c'est ce que coûtent les 290 km d'un Berlin-Hambourg. 78 € en train, soit presque 9 fois moins cher par la route. C'est toute l'Allemagne qui, depuis janvier 2013, s'est ainsi couverte de lignes de bus. 211 trajets possibles contre 86 il y a 2 ans. Avec une volonté de relier toutes les villes de 200 000 habitants à travers le pays. Le trafic a augmenté de 180% avec 8 millions de passagers transportés l'an dernier. Premièrement, c'est beaucoup moins cher que le train et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de grèves de train. Donc le bus était plus fiable et ça va plus vite aussi. La Grande-Bretagne fait la même chose, mais depuis 1985. Ici, 30 millions de passagers empruntent chaque année le bus pour rejoindre les grandes villes. C'est juste moins cher. Oui, ce système, ça marche vraiment très bien. Ici, on va partout pour 20 €. À part les embouteillages, c'est vraiment super. Les routes encombrées et en mauvais état sont un handicap et permettent encore au train de rester compétitif en termes de qualité et de rapidité. Ici, l'usage du bus connaît aujourd'hui une baisse de fréquentation. Retour en Allemagne, la demande est forte, les bus affichent complet et aujourd'hui, entre 10 et 15 opérateurs se partagent le marché. Mais à 5 € les premiers prix, beaucoup se posent des questions quant à la viabilité des entreprises. Entre fusion, restructuration et faillite des compagnies, la Fédération des transports allemands estime que 1000 emplois seulement ont été créés depuis la libéralisation du secteur en janvier 2013. Nous vous parlions un peu plus tôt du recul des prix des carburants. Ce mouvement de baisse est général. Regardez ce chiffre. Le mois dernier, les prix à la consommation ont baissé de 0,2% sur un an. L'inflation en France atteint le niveau extrêmement bas de 0,3%. Certains experts redoutent même un risque de déflation dans les prochains mois.
L'actualité de ce jeudi, c'est aussi l'état déplorable d'une partie des universités françaises. François Hollande devrait, sauf surprise, annoncer demain le rétablissement de plusieurs millions d'euros de crédits en faveur de l'enseignement supérieur. Il est peu probable que cela suffise lorsqu'on voit, image à l'appui, le degré d'abandon de certains établissements. Reportage à Paris et à Montpellier d'Hélène Grégoire et Jean-François Garcia. Pas une prise électrique, pas de revêtement au sol, pas assez de bureaux. Voici une salle de classe de l'université Paris 8. Et s'il y a des chaises derrière, c'est que souvent, il manque des places. Aujourd'hui, il y a du chauffage. Ce bâtiment a des vrais problèmes de chauffage. Il y a des jours où on doit prendre nos cours en manteau. Depuis quelques semaines, cette jeune doctorante photographie son quotidien et ses conditions de travail. Le plâtre qui se détache des murs ou les toilettes régulièrement inondées. Des étudiants de toute la France alimentent ce cahier de doléances sur Internet. On y voit la température d'une classe, les fuites, une bibliothèque à Grenoble fermée pour cause de temps partiel non remplacé, une autre car il y fait trop froid. Ces deux enseignants-chercheurs de Montpellier ont tenu à témoigner dans cet amphi symbolique de ce qu'ils dénoncent. Le problème est beaucoup plus profond que ça, des problèmes d'emploi, de précarité, des problèmes de matériel, des problèmes de budget de fonctionnement. On a tous ces problèmes-là et le fait de voir la vétusté de ces bâtiments montre qu'on a le gouvernement, les gouvernements successifs qui se moquent éperdument de l'université. Leur collectif organisait aujourd'hui une journée d'action nationale contre la baisse du budget de l'enseignement supérieur et la recherche. Ils prévoyaient un coup de rabot de 70 millions d'euros. Pour une université comme la mienne, ça aurait été environ 1 million d'euros de moins sur notre budget. Ça aurait été diminuer le nombre de gens qui travaillaient pour nous, diminuer le nombre d'heures de cours que nos étudiants auraient reçus. Et c'était absolument pas acceptable. François Hollande devrait annoncer demain qu'il fait marche arrière. Les manifestants, eux, craignent que cela ne suffise pas pour que les universités fonctionnent comme elles le devraient. Dans l'actualité de ce jeudi, la 3e conférence nationale sur le handicap s'est tenue aujourd'hui à l'Élysée. François Hollande s'est notamment engagé à favoriser la scolarisation des enfants handicapés. À cette occasion, nous allons vous faire découvrir un nouveau personnage qui pourrait changer la vie des jeunes autistes. Il réussit à lever des barrières auxquelles se heurtent les adultes. Isabelle Marc et Guillaume Aguerre ont rencontré cette créature très attachante en Vendée. Bonjour Nao. Bonjour la classe. Arrivé en septembre, Nao est devenu le compagnon de jeu favori de ses enfants. Comment te sens-tu aujourd'hui? Encore, vas-y. Bien. Attends, vas-y. Bien. Adèle, Angèle et Chloé sont autistes. Pourtant, avec ce drôle de petit bonhomme de 58 cm de haut, le courant est passé tout de suite. Il joue, il bouge, il parle, il serre la main et même, il embrasse. Est-ce que je peux te faire un bisou sur la joue? Des échanges plus faciles qu'avec les adultes. Exemple avec Angèle, qui d'habitude parle, mais n'écoute pas. Quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui? Mercredi. Il y a une vraie relation entre Nao et Angèle et ils peuvent discuter très longtemps en fait. Ce qui est beaucoup plus compliqué avec nous parce que je pense qu'il a beaucoup plus de choses à traiter au niveau de notre visage. Enfin, voilà, on s'anime beaucoup plus que Nao et ça perturbe beaucoup Angèle en fait dans l'échange et dans la communication. Chloé, elle, a beaucoup de mal à parler. Et pourtant, avec Nao, elle fait des efforts d'articulation pour qu'il la comprenne. Ici, c'est le mot « montre » qu'il doit reconnaître. Quand elle prononce bien et qu'elle voit que Nao comprend, ça l'incite à recommencer avec nous. Bien sûr, ça ne remplacera jamais la personne qui accompagne ses enfants, mais c'est vraiment un outil qui permet de la motivation de l'enfant. Et on sait très bien qu'avec des enfants autistes, la motivation, elle est à la base de tout. Pas de miracle donc, mais Nao, qui coûte 5 000 €, a un rôle de médiateur que l'association Autisme sans frontières aimerait faire évaluer par des scientifiques. En attendant, un deuxième robot va être mis à l'essai en région parisienne. Évoquons encore la science et ses prouesses avec ce mariage étonnant entre le ballon inventé par les frères Montgolfier et la technologie la plus récente. Le géant américain Google et l'agence spatiale française vont unir leurs forces pour développer un réseau Internet révolutionnaire, une idée plutôt gonflée, comme nous le confirment Christine Chapelle et Thierry Hackett. Connecter le monde, c'est le grand projet de Google. Près des 2/3 de l'humanité n'ont actuellement pas accès à Internet et les géants du web ont entrepris d'y remédier. Grâce à des ballons, des centaines de ballons expédiés dans la stratosphère à 20 000 mètres d'altitude, bien au-dessus des avions et des nuages.
Ces ballons emporteront des antennes et serviront de relais pour acheminer le signal vers les régions isolées. Et c'est avec le CNES, l'agence spatiale française, que les Californiens de la Silicon Valley ont décidé de faire équipe. Le CNES a une compétence depuis près de 50 ans en matière de ballons, dans la mesure où on fait voler beaucoup de ballons pour tester les instruments scientifiques avant de les mettre sur des satellites et de les envoyer. Donc des ballons, ça marche bien, c'est pas très cher, donc c'est pour ça que Google est venu nous voir. Les premiers essais menés ici en Nouvelle-Zélande se sont révélés positifs. La technologie fonctionne, les ballons sont plus faciles à lancer, plus rapidement réorientables et surtout bien meilleur marché que les satellites de télécommunication. Quelques dizaines de milliers d'euros pour le ballon contre des dizaines de millions d'euros pour le satellite. Il faudra juste en envoyer régulièrement car le ballon n'a que quelques mois d'espérance de vie. Le projet baptisé Loon, ce qui en anglais signifie dingue, devrait voir le jour dès la fin de l'année prochaine. L'opération apporterait 4 milliards d'internautes supplémentaires sur la toile, donc 4 milliards de clients potentiels pour le moteur de recherche américain, une manne que Google ne voudrait pas voir s'envoler. Et nous allons vous parler à présent de quelqu'un qui lui aussi est un visionnaire. Il est français et il est parti il y a 15 ans à la conquête de l'Amérique. Renaud Laplanche, c'est son nom, vient de faire il y a quelques minutes une entrée très remarquée à Wall Street. C'est lui qui a sonné la cloche de la bourse de New York pour saluer l'introduction de son entreprise en bourse. Michel Floquet, Bruce Frankel et Bertrand Guez l'ont rencontré. C'est le triomphe de Renaud Laplanche et de son idée simple et efficace, mettre en contact directement des particuliers, prêteurs et emprunteurs, en court-circuitant les banques. Nous avions rencontré Renaud Laplanche il y a quelques mois dans ses bureaux de San Francisco. Alors là, vous êtes vraiment au cœur de la machine. Vous avez des jours comme aujourd'hui ou hier, où vous avez environ 20 millions de dollars de demandes de prêts qui sont faites sur la plateforme. Donc c'est environ 2000 demandes de prêts à 10 000 dollars chacune. Enfin, il est encore que 4 heures de l'après-midi et on a reçu environ 16 millions de dollars de nouveaux dépôts. Le coût du crédit à la consommation aux États-Unis est prohibitif, le rendement des comptes épargne pratiquement nul. Moyennant une petite commission, Laplanche se glisse entre les deux. Aux emprunteurs, il garantit des taux beaucoup plus faibles. Aux prêteurs, un rendement de 7% environ. Et le tour est joué. On a des ambitions assez importantes parce qu'on essaye de transformer l'industrie bancaire aux États-Unis. Alors je pense que l'idée est valable en France. Il y a des sociétés qui démarrent en France sur le même concept. Mais c'est vrai qu'il y a un facteur de taille aux États-Unis qui est extraordinaire. Cette année, Lending Club a prêté 6 milliards de dollars. Renaud Laplanche estime le marché à plus de 1300 milliards. Il devrait donc poursuivre son irrésistible ascension, unique pour un Français ici, à Wall Street. Dans l'actualité politique, l'UMP et le Front National s'affronteront dimanche dans l'Aube au second tour de la législative partielle. Le premier tour a été marqué, on s'en souvient, par l'élimination du candidat socialiste. Nous avons voulu comprendre les raisons de cette défaite. Certains parlent même de débâcle. C'est la 13e pour le Parti socialiste dans une élection partielle en 2 ans. Amandine Atalaya et Christophe Moutot ont rencontré à 3 des électeurs désabusés et démobilisés. Ce candidat PS s'attendait à un score moyen. Il a finalement pris une bâche terrible selon son expression. 14% des voix et une tendance inquiétante, 75% des électeurs se sont abstenus. Attention, ils s'abstiennent pour nous dire « vous ne faites plus rien pour nous, donc on ne va pas se déplacer pour vous ». Cet élu local, il est maire, déplore une déconnexion des dirigeants du pays. Aujourd'hui, personne ne comprend rien à ce que les politiques racontent en général. Ça repartira parce qu'on fera plus de politique en lien avec ce que vivent les gens et un peu moins de politique aérienne qui sont indécentes. Les gens se foutent du congrès du Parti socialiste. Constat similaire pour ce secrétaire de section PS assez désabusé par la politique du gouvernement. Le tout-libéralisme et autres, c'est quand même pas un grand concept. Même chez nous, moi, je trouve qu'on a du mal à expliquer où va le gouvernement et les mesures qu'ils prennent. Des fois, je me dis, bon, attends, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi? Beaucoup d'électeurs socialistes se sont visiblement posé cette question dimanche, comme ce couple qui avait voté Hollande en 2012. Avant, je votais, mais là, je ne voterai plus. Est-ce qu'il a réussi quelque chose? Il dit réfléchir pour une prochaine élection au vote FN. C'est pas un peu le grand écart? Mais on n'a pas le choix. Sa femme, elle, n'y est pas prête et s'en tiendra à l'abstention. C'est pas dans mes habitudes, j'ai toujours voté et d'un certain côté, ça me dérange de ne pas y aller.
Le FN, au premier tour, a atteint 27%. Le candidat UMP, sans surprise, dans cette circonscription traditionnellement à droite, est arrivé en tête avec 40% des voix et un statut de favori. Ce score très bas du PS laisse présager des élections départementales difficiles l'an prochain, avec une élimination probable des socialistes au premier tour dans de nombreux cantons. Les duels UMP-FN devraient se multiplier. Un mot de l'actualité judiciaire. Guillaume Pelletier, qui devrait être bientôt nommé secrétaire national de l'UMP, a passé plusieurs heures en garde à vue aujourd'hui avant d'être relâché. Les enquêteurs soupçonnent la mairie de Menton, dans les Alpes-Maritimes, d'avoir favorisé sa société ainsi qu'une autre société bien connue, Big Malion, dans l'attribution de marchés publics. Guy Alves, cofondateur de Big Malion, a été lui aussi placé en garde à vue aujourd'hui, puis relâché. Sachez également qu'Éric Woerth a obtenu un non-lieu dans l'affaire de la vente de l'hippodrome de Compiègne. La Cour de justice de la République avait ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt. Peu avant de quitter le ministère du Budget en 2010, Éric Woerth avait donné son feu vert à la cession de cet hippodrome pour 2,5 millions d'euros. La vente s'était faite sans mise en concurrence et contre l'avis du ministère de l'Agriculture. Et puis on l'a appris cet après-midi, un attentat a visé aujourd'hui le centre culturel français de Kaboul en Afghanistan. Un kamikaze a déclenché une ceinture d'explosifs dans la salle de spectacle de cette institution pendant une représentation théâtrale. Vincent Roux. Les premières images sont prises sous l'émotion. La salle est quasiment vide. Non, Skaïs, t'as pas besoin de voir ça. Ça désigne sans doute le corps du kamikaze. Il a entre 16 et 17 ans. Sa cible, la scène, ou plus exactement Erdbeck, littéralement battement de cœur, sous-titre Le silence après l'explosion, une pièce consacrée aux attentats suicides et dont voici une des scènes juste avant l'explosion. Il y avait tellement de fumée qu'il était impossible d'identifier le nombre exact de victimes. Pas de morts français selon le Quai d'Orsay. La communication reste minimale, rien notamment sur la raison d'accepter la représentation d'une pièce afghane, anglophone, dans ce repère francophone. Le lycée Estécal, où se trouve l'Institut français, est un haut lieu de l'apprentissage du français à Kaboul, reconstruit à grands frais avec l'argent de Paris. Il y a la garde présidentielle qui est à l'entrée. Il fait protéger. Quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de vérifier en détail chacune des personnes. D'autant plus difficile qu'un autre attentat a visé un peu plus tôt une demi-douzaine de militaires afghans. Des attaques qui se multiplient à l'approche de la fin de la présence de l'OTAN d'ici fin décembre. Toujours à l'étranger, selon les autorités algériennes, un deuxième membre du groupe responsable de l'assassinat d'Hervé Gourdel en septembre dernier a été tué par l'armée au cours d'une opération antiterroriste. Il y a 15 jours, Alger avait annoncé la mort d'un autre djihadiste appartenant à ce même groupe. 10 jours après, l'Assemblée nationale, le Sénat, à son tour, a adopté une résolution demandant la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Le texte a été adopté de justesse, 153 voix pour, 146 contre. Et dans le même temps, des milliers de Palestiniens ont assisté aujourd'hui aux funérailles d'un de leurs ministres, Ziad Abou Ein, est mort hier au cours d'affrontements avec l'armée israélienne lors d'une manifestation pacifique en Cisjordanie. Ces obsèques ont été suivies de heurts avec les soldats israéliens. L'autorité palestinienne a décrété 3 jours de deuil. Leur sort avait ému le monde il y a 4 mois lors des premières offensives de l'État islamique en Irak. La minorité yézidi est de nouveau sous la menace des djihadistes. Leur bastion, qui est situé dans les monts Sinjar, dans le nord de l'Irak, est de nouveau assiégé. Patrick Fondio et Morgan Dou ont rencontré cette communauté persécutée qui cherche à tout prix à fuir les combats. Aux portes de l'hélicoptère, des canons armés pour un vol à risque. Direction le nord de l'Irak, à la frontière avec la Syrie, pour un survol du califat djihadiste, ce territoire de l'autoproclamé État islamique. Au loin, une colonne de fumée, telle la trace d'un récent raid aérien, près de ce mont Sinjar, dernier refuge pour fuir les djihadistes. Au sommet de la montagne, des milliers de civils. Ça fait 4 mois qu'on est coincé ici, on ne reçoit pas de nourriture, personne ne nous aide, personne ne vient à notre secours. Les oubliés du Sinjar, prisonniers dans la montagne, tous de la minorité yézidi, traqués depuis cet été par les djihadistes, et là d'attendre leur évacuation par la seule voie possible, celle des airs. Des cris,
et des pleurs pour un sauve qui peut. Partir coûte que coûte. Seules quelques places à bord pour quelques-uns seulement. Le choix tragique d'un équipage irakien très vite débordé. Ces gens-là ont vécu et souffert de la terreur de l'État islamique. Je suis heureux qu'on ait pu les sauver. Des femmes, des enfants, des blessés, ça fait un tel bien de les voir ici vivants. Vivants peut-être, mais revenus de l'enfer d'une montagne sous un froid glacial, tel ce père de famille. On grelottait là-haut. Il n'y avait pas assez de tentes. Les températures étaient très basses. On a vraiment besoin d'aide. À travers le hublot, enfin le Kurdistan irakien. La liberté, au bout de l'Odyssée, pour cette minorité yézidi, des non-musulmans considérés par les djihadistes comme des adorateurs du diable. Pour nous sauver, ce pont aérien n'est pas suffisant. Il y a encore 11 000 personnes dans la montagne. 4 mois après le début des frappes aériennes, ces populations yézidis survivent toujours sous la menace djihadiste et le mont Sinjar est toujours assiégé. Une situation qui illustre les limites actuelles de la stratégie de la coalition qui n'a toujours pas réussi à porter un coup décisif à l'État islamique. Dans un instant, nous partirons de manière beaucoup plus pacifique au pays des elfes et des dragons sur les traces du Hobbit. Le dernier volet de la saga de Peter Jackson est sorti cette semaine au cinéma. Et vous le verrez, les amateurs du genre se sont encore fait remarquer. Mais tout de suite, partons pour un monde enchanteur également, celui du chocolat. Depuis qu'il a été rapporté des Amériques il y a 4 siècles, il a fait fondre les Européens et les Français en particulier. Ils en consomment 400 000 tonnes par an, c'est le poids de 40 tours Eiffel. Pendant 3 mois, l'une de nos équipes a suivi ceux qui transforment les fèves en or brun. Reportage savoureux signé Anne-Laure Cros et David Bordier. 7 kilos de chocolat. C'est ce que mange un Français en une année, et en grande partie à Noël. Pour les professionnels de cet or brun, la période est cruciale. L'activité double, voire triple. Des millions d'euros sont en jeu. À l'origine, il y a la fève. Des dizaines de milliers de tonnes. Nous sommes à la Toussaint, alors que sous l'équateur, la récolte bat son plein. Dans cette chocolaterie de la Drôme, on torréfie et assemble différentes variétés de cacao, comme pour un vin, pour concocter des crus de chocolat. Cette matière première, sous forme de pastilles, est destinée aux pâtissiers et restaurateurs pour composer leurs desserts et milliardises. Nous, on produit 50% de nos volumes annuels dans la période de septembre à décembre. Durant ces 4 mois, jusqu'à 200 personnes viennent renforcer les équipes qui se relaient 24 heures sur 24. Il faut que les commandes soient livrées avant fin novembre chez les artisans pour qu'ils fabriquent à temps leurs bûches et autres entremets de fête. Tous ces colis remplis de pastilles partiront dans la journée. On expédie à peu près 3 fois plus que le reste de l'année. Donc il y a 20 camions qui passent par jour et qui partent partout dans le monde. Nous retrouverons le chargement plus tard à des centaines de kilomètres de là, en Bretagne. En attendant, rendez-vous à Bruxelles, au lieu du chocolat. Au bout de ce tapis long de 50 mètres, des truffes, fabriquées pour une marque française. Elles sont au pain d'épices, une nouveauté lancée pour Noël. C'est un excellent laboratoire, la période des fêtes, parce qu'on teste des recettes, les gens les goûtent et en fonction du succès que ces recettes rencontrent, elles ont la chance d'intégrer la gamme classique. À 1 mois de Noël, le patron fait le tour de l'atelier. Devant cette machine, une mauvaise surprise. Depuis hier, il y a une grosse panne. Donc on est, comme on dit, dans la panade. Ça, c'est les problèmes qu'on peut rencontrer dans ces hautes périodes de fabrication. La conséquence, c'est 2 jours de production perdus. C'est probablement des heures supplémentaires samedi pour essayer de rattraper le retard. En attendant, les chocolats sont garnis à la main, comme ces ballotins. Du personnel est spécialement engagé pour composer des assortiments tout prêts. Sans cela, à l'approche des fêtes, les vendeurs seraient débordés en magasin. C'est à peu près 50 millions de bonbons de chocolat vendus au mois de décembre. Sur ces 50 millions, on en vend un peu plus de 60% en 8 jours, juste avant Noël. Direction la Bretagne, où les pastilles de chocolat ont été livrées comme prévu chez ce pâtissier. Des quantités considérables seront fondues et transformées.
On consomme 8 à 10 tonnes de chocolat par an. On va utiliser 2,5 tonnes pour les fêtes de Noël. Et ensuite, ça va nous permettre de réaliser 200 sujets de chocolat et environ 1600 bûches. Novembre est un mois très intense, l'activité triple. L'équipe réalise les modèles de sa collection de Noël, pensés et croqués il y a des mois. On s'y prend 6 à 8 mois avant Noël pour pouvoir préparer tous les sujets. Donc la réflexion commence réellement au mois de mai-juin. Ces chocolats sont déjà en magasin fin novembre, mais les clients n'achètent qu'une dizaine de jours avant Noël. Quant aux millions de chocolats fabriqués à Bruxelles, les voilà aussi en vitrine, à Paris. Le personnel constitue encore des stocks d'assortiment et dans l'arrière-boutique, des vendeurs sont formés. Étudiantes, ingénieurs ou esthéticiennes au chômage, ils renforcent les troupes pendant 1 à 3 mois. Avec les doigts, quand tu replies les pans, toujours avec ton gant. On va devoir augmenter les effectifs d'environ 30% et ça va représenter entre 700 et 750 personnes en plus sur le cœur de la saison de Noël. Le panier moyen de chocolat des Français est de 27 € pour les fêtes. Ce fut d'abord un livre foisonnant et visionnaire écrit par l'auteur du Seigneur des Anneaux. C'est à présent une saga réalisée par le néo-zélandais Peter Jackson. Les aventures de Bilbo le Hobbit arrivent à leur terme cette semaine au cinéma. Et comme une gourmandise au chocolat, cet ultime épisode mêle les saveurs des elfes et des batailles homériques. Michel Izard, Lilia Blaise et William Villemain ont vu le film en compagnie d'étranges créatures. Je suis Gandalf le Gris. Je suis Legolas Greenleaf. Je suis Thorin Oakenshield. Ils attendaient la suite depuis 1 an, des centaines de fans en transe pour une avant-première. Le monde de Tolkien, celui des elfes et des hobbits, commence aux portes du cinéma. Quand on est face à la mort, que peut-on faire ? Gandalf le magicien et Bilbo le Hobbit sont une nouvelle et dernière fois embarqués dans une bataille contre les forces les plus maléfiques, où les méchants ont vraiment la tête de l'emploi. Ne soyez pas idiots, vous ne passerez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vous verront arriver et vous tueront. Non, rassurez-vous. Ils ne me verront pas. C'est une histoire universelle, je pense. C'est exactement l'histoire du plus faible qui surmonte les épreuves et qui gagne à la fin. La trilogie du Hobbit, qui s'achève ici dans un fracas d'effets spéciaux, a coûté au total près de 600 millions d'euros. Au départ, c'était un livre de 300 pages, et cette fois, le réalisateur a pris quelques libertés avec le texte de Tolkien. Nous avons suivi la trame du livre de manière assez fidèle. Et ensuite, il fallait embellir et ajouter quelques détails. Il a réécrit le Hobbit comme lui, il le voyait. Et pour moi, tout comme pour toi, je pense que c'est une très belle façon de le réécrire. Après 3 épisodes du Seigneur des Anneaux, 3 épisodes du Hobbit, c'est une page qui se tourne pour une des plus grandes épopées de l'histoire du cinéma. Longuement mûri. Comment ce jour finira-t-il ? Excellente question. Comment ce jour finira-t-il ? Avant de refermer ce journal, regardez notre photo du jour. Elle a été prise à Washington lors d'une journée caritative à laquelle participait Barack Obama, recouvert non pas d'une tenue traditionnelle kazakh, mais d'une houppelande rouge. Le président américain, accompagné de son épouse Michelle, a distribué des jouets destinés aux enfants des quartiers pauvres de la capitale américaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia. Place ensuite à nos chers voisins, à Nicolas Canteloup et Nico Saliagas, avant la nouvelle saison de votre série Léo Mattei, Brigade des Mœurs, avec notre ami Jean-Luc Reichmann. Demain à 13h, Jacques Legros et à 20h, Claire Chazal. Excellente soirée à tous. Merci de votre fidélité. À lundi. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.